Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle FAQ souscripteur pour le mois de mai 2024. Donc si vous voulez me poser vos questions et que je sois sûr d'y répondre, contrairement au live mensuel où il y a beaucoup de questions que je zappe parce que sinon j'y passerai 10 heures, eh bien vous pouvez rejoindre mon Patreon. Ça commence à 3 € par mois et vous pourrez comme ça me poser vos questions et accéder à mon contenu privé et me soutenir en plus, l'argent étant le nerf de la guerre. 3 €, c'est peut-être peu pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions ce mois qui m'ont été posées, une trentaine. D'habitude, c'est plutôt une vingtaine. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais des fois, il faut un peu développer. Alors, je les ai lus un peu en diagonale, mais je ne les ai pas creusés plus que ça. Donc, je les découvre un peu dans le détail avec vous. Alors oui, avant de passer dans le vif du sujet, je vous indique que la prochaine conférence internationale anticommuniste aura lieu le 20 mai à 22 heures sur cette chaîne, voilà, avec mes comparses américains, néo-zélandais et allemands. Donc c'est en anglais, en direct, et ensuite je mets le mois pour traduire. Là, j'ai déjà traduit les 3/4 de la première édition. Donc si vous parlez anglais, vous pourrez profiter de ça en direct, et puis sinon, il faudra attendre la traduction, mais que je mettrai aussi sur cette chaîne. Alors évidemment, si vous voulez être informé des nouveaux contenus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et la cloche vous permettra d'avoir la notification. Alors première question, bonjour Jean-Robin, avec la Troisième Guerre mondiale, vous parliez de futures baisses en bourse pour les entreprises françaises qui collaborent avec la Chine. Avez-vous une idée sur des placements dans lesquels investir? Donc là, je ne donne pas de conseils financiers, parce que déjà, j'ai pas les compétences, et puis je crois que c'est illégal. Et donc, simplement, oui, d'un point de vue politique et géopolitique, on peut anticiper, ça a déjà commencé d'ailleurs, que des valeurs très liées à la Chine vont baisser dans les mois et les années à venir, au fur et à mesure que la Chine va se refermer sur elle-même, puisqu'elle est en train de passer en économie de guerre, chaque jour un peu plus, pour passer à l'attaque finale et sortir simplement de la guerre hors limite dans laquelle elle est depuis 4 ans, depuis le lancement de cette attaque biologique, et passer à la guerre militaire, en aidant plus concrètement qu'elle ne le fait encore aujourd'hui la Russie et le reste. Donc voilà, je dirais que toutes les entreprises françaises et étrangères qui ont des liens avec la Chine communiste, qui ont délocalisé là-bas, vont avoir un problème. Comme les entreprises françaises et étrangères qui avaient délocalisé en Russie ont des problèmes aujourd'hui. Renault, qui a dû laisser son usine pour, je sais plus quelle usine, mais enfin, pour 1 rouble symbolique, c'est même pas 1 € symbolique, vous voyez. Mais bref, blague à part, c'est très problématique parce que la France est devenue très très dépendante de la Chine. C'est pour ça qu'on a reçu Xi Jinping comme un prince. Et c'est pour ça que j'annonce depuis longtemps que malheureusement la fête est finie et que toutes ces collaborations passées, malheureusement, vont mal se terminer pour tous ces collabos. Alors, on pourrait s'en réjouir. Le problème, c'est que c'est une grande partie de l'économie française et que nous, on va donc subir les conséquences de leurs problématiques, quoi. Voilà, mais c'est eux qui vont en souffrir le plus, encore que, voilà, comme ils sont enrichis à millions, souvent, ils vont pouvoir peut-être, je sais pas, s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Espérons que ça soit le mieux pour la France, malgré tout. Mais il faudra payer la dette, hein. On a contracté, en plus, la Chine a 25% de notre dette, donc là, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, deuxième question, avec leur niveau de perversité, est-il possible qu'à un moment, la Russie et la Chine entrent plus tard dans un conflit ouvert juste pour tenter de tromper l'Occident? Alors, je ne dirais pas que c'est pour un niveau de perversité, c'est juste que ils vont rentrer dans un conflit ouvert parce que c'est le plan décrit par Golitsyn, et que là, on est encore dans une étape intermédiaire, c'est-à-dire c'est un peu la drôle de guerre, l'équivalent, mais beaucoup plus longue et puis beaucoup plus stratégique que les 9 mois de drôle de guerre qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, évidemment, quand il s'agira de faire le blocus de Taïwan, là, les dizaines de milliers de Chinois qui rentrent sur le territoire américain, alors une partie sont des exilés, on va dire, économiques, ou qui fuient les persécutions, ok, mais je pense qu'une grande partie aussi sont des membres de l'armée de Xi Jinping. Et donc, là, pour moi, c'est la guerre. Enfin, je veux dire, il faudrait être aveugle pour ne pas voir les conséquences que tout cela aura, puisque la Chine est un pays hostile, et tout Chinois, d'après la loi chinoise, est un espion en puissance. Voilà.
Troisièmement, question un peu provocatrice de la part d'un agnostique. Dans l'Ancien Testament, Exode 23, 17, 23 à 17, j'imagine, donc c'est les 10 commandements, il est écrit « Tu n'adores pas d'autres dieux que moi ». Le Dieu de la Bible reconnaît-il implicitement l'existence d'autres dieux? Sinon, merci pour votre travail que vous faites. Donc non, non, tout au long de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, il est dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que les autres dieux, c'est avec un petit d déjà. Donc c'est important. Tout comme dans le jardin, Satan parle, vous serez comme des dieux, c'est avec un petit d. Donc même Satan, en fait, sait qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Donc, non, le Dieu de la Bible ne reconnaît pas implicitement l'existence d'autres dieux, il dit que ce sont des idoles. Et donc pour lui, simplement, c'est pour qu'on comprenne, quand on fait des dieux de quelque chose, c'est des idoles, effectivement, ça peut être le libre arbitre, ça peut être les millions d'années pour les évolutionnistes, ça peut être l'argent, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, nul ne peut avoir deux maîtres, Dieu et Mammon, Mammon c'est Satan, mais c'est aussi l'argent, enfin, etc. Donc non, voilà, la réponse est non. Eh ben, merci pour vos compliments en tout cas. Quatrièmement, bonjour, j'ai pu comprendre sur une chaîne YouTube qu'actuellement le fait que la France possède des stocks d'or va aider la France à s'armer, avec aussi une possible réévaluation de l'or, ce qui fait de la France un pays très riche, et aussi que les autres pays européens vont aider la France. Aussi, la Chine achète beaucoup d'or en ce moment, quelle est votre analyse? Alors déjà, la France a beaucoup moins d'or qu'avant, puisque Sarkozy en avait vendu une bonne partie. Donc il nous a vraiment appauvri, ce naze. Et c'est un collabo des Sino-Russes, donc alors soit c'est par incompétence, soit c'est par collaboration. J'ai pas suivi l'évolution des stocks d'or en France après Sarkozy, mais ça m'avait marqué cette histoire. Alors, la Chine, on sait, oui, stocke beaucoup d'or, et mon analyse, je crois que je l'avais dit déjà ailleurs, c'est que ils craignent, ou ils anticipent une dévaluation de leur monnaie pour inonder leurs produits qu'ils ont en surplus, puisque voilà, enfin, je rentre pas dans le détail, c'est des communistes, donc l'offre et la demande, c'est pas trop leur truc, donc eux, ils produisent, et après la demande plutôt, on s'en fiche. C'est les communistes, ils croient que l'offre va créer la demande. C'est vrai en partie, mais ça marche pas si vous pouvez pas complètement créer une demande à partir de l'offre. Et donc, ils vont dévaluer leur yuan, et ça va avoir des conséquences sur leur économie. Et donc, l'or est là pour stabiliser leur économie. Donc, c'est une attaque de guerre hors limite, d'un autre type. Il y a aussi le fait que leur immobilier, ils anticipent qu'il peut se casser la gueule et que ça peut avoir des implications plus graves même que la crise de 2008. Et là aussi, d'avoir des stocks d'or, c'est mieux pour l'économie, parce qu'eux, ils sont en économie de guerre, là aussi, et donc, comme la Russie aujourd'hui, qui est déjà passée en économie de guerre avec l'Ukraine, et avant ça avec la Syrie et tout ça, la Chine n'est pas complètement en économie de guerre, mais elle va y arriver. Et donc, c'est toujours bon en économie de guerre d'avoir de l'or, parce que ça compense le manque d'économie normale, d'économie traditionnelle. Voilà. Ça rassure les marchés internationaux. Donc, la Chine veut gagner sur tous les plans. Hein. Donc, elle est stratège. Et donc, mais effectivement, le fait qu'elle stocke comme ça, pas que de l'or d'ailleurs, aussi du pétrole, aussi du blé, du riz, enfin tout ce qu'elle peut stocker, elle le stocke, et ça montre qu'elle s'attend à ce que les réseaux d'approvisionnement classiques en temps de paix soient coupés parce qu'on rentre en temps de guerre, et que là, effectivement, dès que la déclaration de guerre officielle arrive, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera au niveau mondial, eh bien tout changera. Il faut que la Chine, à ce moment-là, soit prête. Contrairement à nous qui n'avons pas prévu ça, parce que c'est la Chine et la Russie qui sont à l'attaque, et leurs alliés, et nous on subit, donc on va subir ça évidemment, alors on y arrivera, mais ça sera compliqué, et donc elle anticipe. Voilà mon analyse. 5. Bonjour Jean, l'économie de guerre implique-t-elle la suppression de toutes les aides sociales en France? Cela pourrait semer une zizanie extrême dans le pays. Alors non, l'économie de guerre, c'est pas supprimer les aides sociales, en tout cas des gens intelligents transformeraient les aides sociales en salaire pour des soldats, par exemple. Là, on pourrait avoir effectivement. Mais après, c'est compliqué au niveau légal, même au niveau moral. Les gens touchent leur argent pour des allocations diverses et variées, pour faire des enfants ou pour simplement être au chômage, et on va leur dire vous continuerez à les toucher à condition d'aller vous battre. Là, effectivement, c'est compliqué, mais théoriquement, oui, si le pays est en danger, au point d'être menacé d'occupation, voilà, il faut que la population s'y mette, d'une manière ou d'une autre. Mais la suppression des aides sociales ne fait pas partie. Non, le cœur d'une économie de guerre, déjà, c'est l'État qui doit être moteur
des commandes massives qui doivent être passées à l'industrie de l'armement, et on a la chance d'avoir une des meilleures industries de l'armement au monde. On est le 2e ou le 3e exportateur d'armes dans le monde, selon les critères. Et donc, en plus, on a un État ultra-jacobin, donc a priori, c'est parfait, pour ça au moins, hein, que ça nous serve au moins à quelque chose. Mais il n'y a pas la volonté chez Macron, parce que lui, il est du côté russo-chinois. Sinon, on serait déjà en économie de guerre depuis longtemps, évidemment. Mais lui, il parle beaucoup, mais il n'agit pas. Macronet, vous connaissez maintenant. Donc voilà. Effectivement, oui, supprimer les aides sociales créerait de la zizanie, donc ils ne vont pas faire ça. 6. Pourquoi le Portugal sort-il son épingle du jeu pour le moment? La révolution des œillets en fait-il un pays plus soudé? Moi, je trouve pas qu'il sort. Alors, vous dites ça par rapport aux élections là, qui ont eu lieu. Oui, il y a le parti plus à droite qui a eu plus de voix, ok. Mais de là à dire que le Portugal sort son épingle du jeu, ils aident très peu l'Ukraine. On les entend pas au niveau international. Ils n'ont pas de voix. Moi, dans mes revues de presse internationales que je fais, donc j'en fais 8 ou 9, sur les 8 régions plus la Turquie, eh bien, je ne vois quasiment jamais le Portugal ressortir dans mes revues de presse. Alors, je ne cherche pas particulièrement ces informations, mon groupe non plus, mais on ne trouve pas nécessairement des informations sur le Portugal. Donc, je ne dirais pas qu'il sort son épingle du jeu. Peut-être vous avez des informations que je n'ai pas à ce moment-là. N'hésitez pas à me les envoyer sur mes différents canaux. Je suis preneur, évidemment. Alors, 7e, bonjour Monsieur Robin, plusieurs tentatives d'attentats contre Zelensky ont été déjouées, dont une récemment. Est-ce une stratégie des services secrets russes pour affaiblir davantage et susciter de la suspicion au sein du service d'État ukrainien? Oui, et puis pas que les services d'État ukrainiens, c'est pour affaiblir l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont essayé depuis le premier jour, en prenant Kiev. Et s'ils avaient pris Kiev, Zelensky serait passé à la casserole, évidemment. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que les États-Unis de Biden était du côté des Russes au début, puisque, rappelez-vous, la première déclaration de Biden sur l'attaque russe en Ukraine, c'était de proposer à Zelensky un taxi pour l'emmener ailleurs, faire quitter son pays, faire de lui un lâche et un traître. À quoi Zelensky a répondu: non, moi, vous êtes gentil, mais j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Donc, et après, il a fallu 1 mois pour que les États-Unis soit vraiment du côté de l'Ukraine, un peu plus, disons, en tout cas dans le discours, et qu'ils envoient des armes et tout ce qu'ils ont envoyé, parce que les Ukrainiens avaient réussi à repousser les assauts de la Russie. Donc on voit bien que les États-Unis ne sont pas cet allié absolu et dont la guerre dépend. C'est la Chine dont la guerre dépend. Voilà. Enfin, je pense avoir répondu à votre question. Si Zelensky, qui incarne aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la résistance ukrainienne à cette opposition, parce que même ceux qui ne l'aimaient pas, normalement, avant, à moins qu'ils soient vraiment très pro-russes, reconnaissent que Zelensky a été courageux, a été sur le front, a été présent. Voilà, il ne s'est pas... justement, imaginez si Zelensky avait accepté la proposition de Biden et était parti. Alors là, tous les pro-russes auraient dit: ah bah voilà, c'est un lâche, il quitte son pays, etc. Alors que là, il reste et ça les ennuie beaucoup. Donc Zelensky est un peu le caillou dans la chaussure des pro-russes et des Russes. Et le fait qu'il ait ces capacités à parler un peu au monde entier, en Occident, dans les grands messes, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans les festivals ou autres, eh bien, ça ennuie beaucoup les Russes. Voilà. Et ça sert beaucoup l'Ukraine. Donc c'est un pilier aujourd'hui de l'Ukraine, et c'est pour ça que les Russes cherchent à le tuer. Alors, 8e, en regard de la vraie droite, que serait de votre point de vue l'extrême droite? En aurait-elle des incarnations aujourd'hui en des personnes ou des partis dans le monde? Dans le monde. Bon. Alors déjà, il y a la France, et puis après, on verra peut-être le monde. Mais moi, j'ai souvent dit, oui, l'extrême droite, aujourd'hui, c'est un terme dont la gauche et l'extrême gauche usent et abusent pour faire croire déjà qu'on est en démocratie, donc il y aurait une gauche et une droite, alors qu'il n'y a que des gens de gauche et d'extrême gauche, y compris ce qu'on appelle l'extrême droite. L'extrême droite, c'est quoi aujourd'hui officiellement? C'est Zemmour, qui est un marxiste revendiqué, adepte de Georges Marchais, qui est un modèle selon lui, hein, c'est un communiste. Il a dit qu'il était plus marxiste que Marie-Georges Buffet. Il a même dit plus récemment, parce que ça on pourrait me dire, oui, c'était en 2007, depuis il a changé. Ben non, puisque au crayon, il a dit: j'ai toujours été de gauche, c'est la gauche qui a changé. Enfin, ce discours qu'on connaît bien de la part des Michel Onfray, qui est aussi un néo-marxiste. Donc voilà, il n'y a pas d'extrême droite en France, en tout cas au pouvoir, dans un parti.
Aujourd'hui, c'est plutôt des gens, oui, je dirais le parti de la France, parce que j'ai débattu avec l'un d'entre eux, les gars qui défendent encore Pétain. Bon, voilà, c'est ça l'extrême droite. Ben, vous en trouvez plus beaucoup. Là, il y a dans la rue, il y a 300 mecs qui viennent de défiler. Bon, voilà, c'est ça l'extrême droite aujourd'hui. C'est des gens qui défendent voilà, Pétain, le révisionnisme. Alors, après, des gens comme Soral, par contre, c'est un mouvement, et les Soraliens, et plus largement, là, le mouvement pro-russe qui est en train de se rassembler autour du fait de la guerre. Un gars comme Philippot, bon, il n'est pas vraiment d'extrême droite au départ, mais là, comme il devient ultra pro-russe, tout comme Asselineau, tout comme ces gens-là, ça, c'est en train de devenir l'extrême droite moderne, la nouvelle extrême droite. Moi, j'avais défini la nouvelle extrême droite dans un livre en disant, il y a 10 ans ou 15 ans maintenant, que c'était des gens qui défendaient l'Union européenne, puisque l'Union européenne est antidémocratique, qui défendaient la racialisation du discours, puisqu'il y a une hiérarchie des races selon la gauche, les blancs sont tout en bas et les minorités sont tout en haut. Donc ça, moi, je voyais, et puis ils défendaient l'islam aussi, l'islamisation, l'immigration musulmane, tout ça, c'est d'extrême droite, puisque voilà, l'islam aussi, c'est vrai, est d'extrême droite. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, finalement, elle n'est pas forcément présente sous la forme d'un parti, mais elle est un peu diffuse. Mais ce qui domine aujourd'hui, ça reste le communisme, et donc le communisme a besoin de dénoncer l'extrême droite, réelle ou supposée. Donc, voilà, c'est un peu complexe, mais bon, est-ce que même on peut dire que l'islam est d'extrême droite? euh, Oui, c'est sûr que plus quelqu'un est pieux, plus son modèle c'est Mahomet, et Mahomet, c'était pas un modèle de tolérance et d'ouverture d'esprit, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà. Et aujourd'hui, les musulmans veulent se rattacher majoritairement à la gauche. Rappelez-vous, ils ont voté majoritairement pour Hollande. Donc d'être dans le bon camp, mais quand on suit par exemple ce qui se passe en Israël avec le Hamas, vous avez une majorité des musulmans, au moins en Palestine, qui soutient le Hamas ouvertement, et malgré tout ce qu'ils ont fait contre les Palestiniens, le Hamas. Et malheureusement, quand vous allez dans les banlieues islamisées, vous trouvez aussi là des gens qui soutiennent souvent soit directement le Hamas, soit des criminels comme Marwan Barghouti, ça c'est au mieux, mais le gars, il a tué plein de gens et ce serait l'espoir, soi-disant, mais il est en prison et c'est pas un hasard. Bref, donc oui, voilà, l'extrême droite, malheureusement, ça n'a plus beaucoup de sens. C'est surtout pour stigmatiser quelqu'un. Voilà, moi, on va me traiter d'extrême droite alors que je défends la démocratie, l'Occident et les libertés fondamentales, donc ça n'a aucun sens. Mais ça vient de la gauche et de l'extrême gauche, qui, elles, collaborent avec des gens plutôt d'extrême droite, que ce soit des islamistes, ou le communisme, lui, il n'est pas d'extrême droite, il est d'extrême gauche, et bien d'extrême gauche. Mais c'est le totalitarisme en général, malheureusement, dans des situations pré-révolutionnaires comme la France et le monde, les extrêmes s'infiltrent partout, quoi. Dans tous les Macron, c'est dit maoïste. Donc voilà, est-ce que c'est d'extrême droite? Non, mais c'est d'extrême. Ça, c'est sûr que c'est extrême, c'est extrémiste, et c'est se revendiquer de celui qui a fait entre 60 et 60 millions de morts au XXe siècle. Voilà. Alors, 9e question, bonjour Jean, une affaire qui a fait peu de bruit dans nos milieux, et pourtant la patrouille de France a dessiné dans le ciel, soi-disant par erreur, le drapeau russe lors des cérémonies des JO de l'arrivée de la flamme à Marseille, à peine un jour après la visite de Xi Jinping et le jour même des célébrations russes de la victoire des soviétiques. C'est plus un clin d'œil à ce niveau, ce n'est plus un clin d'œil à ce niveau, c'est carrément un appel du pied. Macron nous a sorti les violons pour dire aux Russes, on ne vous oublie pas, même si on est obligé de vous boycotter, c'est pas possible autrement. Avec cet alignement des planètes, je refuse de croire à l'accident. Qu'en pensez-vous? Et donc, en fait, ce souscripteur m'a dit après que c'était une fake news, donc j'avais pas besoin d'y répondre, mais plutôt que de supprimer la question, je la garde parce que ça montre notamment que la propagande pro-russe et les fake news pro-russes sont à fond en ce moment, ça se diffuse partout là aussi, et donc il faut faire attention à ce qu'on lit. Donc je ne sais pas si vous aviez vu cette information, en fait c'était une fake news. Voilà. Ensuite, 10e question. Lorsque nous allons à Paris, que ce soit rue de Rivoli, le Louvre ou la Tour Eiffel, ou tout endroit public renommé dans le monde entier, nous y trouvons des gens qui campent sur ces endroits-là. Alors ma question, qui sont réellement ces gens-là? Pourquoi, dans ces quartiers dits riches, snobs et bourgeois, on laisse faire? Est-ce que ceux qui sont migrants ou terroristes islamistes viennent ébranler la France? On pourrait le croire, qu'en pensez-vous? Ce qui est quand même étonnant, nous avons reçu de nombreux Tibétains. Ils se sont insérés très discrètement dans la population tout en accomplissant un travail. Depuis, d'autres migrants sont apparus, et notamment sur Paris, mais ailleurs aussi. Par exemple, de nombreux campings municipaux en France sont réquisitionnés pour y mettre ce genre de personnes que l'on pourrait qualifier peut-être de rouges. En tout cas, depuis, il y a beaucoup d'attentats, peut-être que je me trompe. Bon, alors longue question, plusieurs questions, mais en gros, c'est la question de l'immigration.
parce que migrant, ça c'est le nouveau terme des gauchistes pour pas dire clandestin déjà, donc c'est illégal, donc ce qui est illégal, normalement, ça dégage, hein. S'il y a une loi dans le pays, les gens qui sont en infraction avec cette loi doivent partir, manu militari s'il le faut. Or, voilà, on sait bien que les OQTF ne sont pas suivis, puis on laisse rentrer plein de gens. Il y a même des manifestations de clandestins, avec la CGT qui est toujours là pour cautionner l'immigration, contrairement à ce que dit justement Zemmour. Et Georges Marchais, soi-disant, le communisme qui a lutté contre l'immigration, c'est faux. Donc c'est toute cette propagande-là, voilà. Mais oui, il faut faire une différence entre des gens qui fuient déjà pour des raisons économiques, d'autres qui fuient pour des raisons militaires, de guerre. Je veux dire, les Ukrainiens, il faut les accueillir. Et tout en faisant attention de ne pas se faire infiltrer par des agents russes, parce qu'il y a aussi ou pro-russes parmi les Ukrainiens. Donc, voilà, essayer de faire la distinction, non pas sur la race, là aussi, mais sur... c'est du cas par cas. Alors, c'est beaucoup de travail, mais il faut appliquer la loi, déjà. Et moi, ma femme, par exemple, qui est algérienne, elle a dû attendre 13 ans avant d'avoir la nationalité. Et parce qu'elle n'a pas cédé aux sirènes du communisme aussi, qui lui proposaient de coucher ou de prendre sa carte, hein, au parti, ce qui lui aurait obtenu assez rapidement sa nationalité. C'est ça qu'il faut voir. Donc le communisme aujourd'hui est la principale force de naturalisation depuis Mitterrand, qui a naturalisé 120 000 clandestins. Donc voilà, il faut faire la distinction entre les gens comme ma femme, qui sont la minorité, qui ont fui l'Algérie, par exemple, ou d'autres pays pour les libertés fondamentales qu'offre l'Occident et qui ont du respect pour notre pays, notre civilisation, notre culture et qui s'y intègrent, qui sont plus français souvent que beaucoup de Français parce que on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans ce pays. Et donc ces gens-là, non seulement ne causent pas de problème, mais c'est notre salut, je veux dire, parce qu'ils peuvent contrer ce discours victimaire sur le colonialisme et l'esclavage, etc. Il n'y a rien de mieux pour contrer une Nouria Boutelja qu'une personne comme ma femme, par exemple. Ou comme voilà, Majid Oukacha, même si lui, c'est différent, parce qu'il est né en France. Ma femme n'est pas née en France, donc c'est pas le même cas. Mais donc, c'est une minorité. Et normalement, il faut renvoyer dans leur pays des gens qui sont venus ici illégalement. Voilà. Et normalement, des patrons ne doivent pas les prendre comme voilà, dans la restauration ou autre, même si les charges sont très importantes. Enfin, je ne vais pas refaire ici tout le débat sur l'immigration, mais voilà, c'est ça la question que vous me demandez. Oui, il y a des Tibétains, effectivement, qui sont persécutés et qui peuvent apporter beaucoup de choses à notre pays s'il fuit en effet le Parti communiste chinois. Donc, il doit y avoir un processus, alors qui peut prendre plus ou moins longtemps. Je pense que 13 ans, c'est trop long, par contre, parce que pendant ces 13 ans, ma femme n'a pas pu travailler correctement. Elle était limitée à 25 heures par semaine, etc. Donc, là, il y a une extrême droite, justement, qui veut faire croire qu'on rentre chez nous comme dans du beurre, et qu'on obtient la nationalité comme ça, c'est pas vrai. Par contre, le vrai discours, c'est de dire il y a trop d'immigration clandestine et de régularisation via le communisme notamment, et voilà, soit des coucheries, soit l'immigration par escroquerie sentimentale. J'avais publié un livre là-dessus en 2006, c'est-à-dire des gens, les mariages blancs, les mariages gris, les gens qui font des enfants, qui séduisent des femmes généralement plus vieilles qu'eux, et via Internet, d'Afrique ou d'ailleurs. Voilà, il y a tout ce phénomène-là, et normalement, les services de renseignement, l'appareil judiciaire, mais on sait que l'appareil judiciaire, malheureusement, est dirigé par des gauchistes, donc c'est là où c'est un peu compliqué. Alors, 11e question, Palestine-Israël. Je ne comprends pas trop cet acharnement que l'on voit déferler en France pour soutenir la Palestine au détriment d'Israël, alors que nous savons parfaitement que le Hamas est soutenu par la Chine communiste, la Russie, l'Irak et l'Iran. Pouvez-vous m'éclairer un peu plus? Alors, bah oui, je peux vous éclairer, c'est que malheureusement, la France, depuis le général de Gaulle, a basculé dans le sud global, voilà, on peut dire. D'ailleurs, le pays est en train de changer à cette image. Alors que pendant la 4ème République, qui était loin d'être parfaite, mais on était quand même du côté de l'Occident. On avait tiré les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà, étant infiltré par les communistes, et De Gaulle étant un agent des communistes, très clairement, il nous a fait basculer du côté des communistes, sous prétexte d'être indépendant, vous savez, cette équidistance, mais il n'y a pas d'équidistance à avoir entre l'Occident et les ennemis de l'Occident. On est en Occident. Voilà. Donc, malheureusement, une bonne partie de l'élite
est pro-palestinienne et donc anti-sioniste, contrairement à ce que veulent nous faire croire les Soral de ce monde, qui voient des sionistes partout, c'est leur obsession, c'est des antisémites, en tout cas pour Soral et beaucoup de ses suiveurs, donc ils voient des juifs partout, alors que si vous regardez à l'Assemblée nationale, à part Meir Habib, je ne vois pas trop de pro-israéliens ultra. Donc voilà. Et du coup, dans le peuple, malheureusement, parce que les médias, l'AFP, Agence France-Palestine, comme on la surnomme, est beaucoup plus proche des Palestiniens que des Israéliens, du fait du Quai d'Orsay, qui lui-même est beaucoup plus proche d'une politique pro-arabe de la France, voulue par De Gaulle, que d'une politique pro-israélienne, depuis le 27 novembre 67. Cette fameuse conférence de presse où De Gaulle a dit que les Juifs étaient un peuple... ce que je vais me rappeler de sa déclaration plus que limite, qui avait été dénoncée comme antisémite par Raymond Aron, qui n'était quand même pas n'importe qui, et qui était avec De Gaulle à Londres. Donc, un peuple d'élus, sûr de lui-même et dominateur, c'est ça, je suis un peuple d'élite, voilà. Et c'est ça, c'est le peuple élu, donc peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, et après on avait demandé à De Gaulle, mais quand même, parce que c'était pas antisémite, il avait dit non, j'aimerais qu'on puisse dire cela de la France, que c'est un peuple, et des Français, que c'est un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Voilà comment il s'était rattrapé. Non, il a agi, c'était un humain aussi, donc il a agi sous le coup de la colère, et il a fait ressortir là un antisémitisme qui était un peu latent chez lui, et malheureusement, c'est une déclaration qui a officialisé le retour de l'antisémitisme en France au plus haut niveau, puisqu'on ne peut pas se rapprocher du monde arabo-musulman, qui est très antisémite, sans soi-même avoir des idées derrière la tête, malheureusement. C'est pour ça que il faut rester du côté occidental et lutter contre l'antisémitisme sans tomber dans l'extrême de l'élite que moi je dénonce depuis 2006, donc j'appelle la judéo-humaniste, c'est-à-dire en faire trop pour les juifs, notamment les juifs morts, et finalement Israël, on s'en fout, voire on est contre eux. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas facile, mais voilà. J'ai fait une vidéo récemment sur mon autre chaîne, La Vraie Droite, ça vous intéresse de creuser, où je résume un peu 20 ans ou plus de réflexion sur ce sujet. Voilà. Alors, est-ce que la Russie va rentrer en guerre avec l'Europe, comme nous le dit NTD ce 10 mai? Ou est-ce un stratagème? Oui, la Russie est déjà en guerre. Si vous avez suivi, vous êtes un souscripteur ou une souscriptrice en l'occurrence, si vous avez suivi mes enquêtes, vous savez qu'on est en Troisième Guerre mondiale. Donc en Troisième Guerre mondiale, il y a au moins deux camps. Il peut y en avoir plus, mais là en l'occurrence, c'est plus simple. Il y a deux camps. Il y a les dictatures et théocraties, voilà, Chine, Russie et pays islamiques, et puis pays communistes de Cuba, Nicaragua, etc. Et de l'autre, il y a l'Occident et ses alliés. Donc la Russie est non seulement en guerre avec l'Europe, mais elle est en guerre avec l'Occident. Et Poutine le dit souvent. Lui, il appelle ça l'OTAN ou autre, mais en fait, c'est l'Occident. Et vous verrez, comme la Russie a toujours soutenu le Hamas ces dernières années, c'était une folie d'ailleurs de se rapprocher de la Russie qui soutenait le Hamas, ça c'est ce qu'Israël a compris dans le sang malheureusement, eh bien il y a vraiment ces deux camps, et Israël est du côté occidental, pour ceux qui en douteraient, parce qu'on retrouve tous les soraliens, justement, tous les antisémites de ce monde, et tous les antisionistes soi-disant, maintenant, difficile de distinguer l'antisionisme de l'antisémitisme. Avant, bon, éventuellement, mais là, maintenant, c'est plus possible, puisque ceux qui condamnent les crimes, soi-disant, d'Israël à Gaza, qui étaient pourtant en légitime défense, ont beaucoup plus de mal à critiquer ou à condamner les crimes du Hamas. Voilà. Bref. Alors, 12e ou 13e question, apparemment, l'Argentine a atteint ses objectifs du FMI et attend que l'accord avec les services soit annoncé avant la réunion du conseil d'administration de juin. Penses-tu à quelqu'un pour faire de même en France? Et que penses-tu de la rencontre de Javier Milei et Elon Musk? Merci beaucoup pour ton travail. Merci à vous pour votre soutien. Alors, il y a deux questions là. Donc déjà, c'est très bien que Milei montre que effectivement le socialisme échoue, mais que le libéralisme marche, puisque ça fait hurler les socialo-communistes, et ça montre une fois de plus, après Thatcher, après tout le monde en fait, même Pinochet, qui était un ministre d'Allende, on oublie souvent, mais Pinochet a remonté l'économie du Chili. Alors c'était une dictature malheureusement, donc je ne peux pas cautionner, mais il y a de meilleurs exemples maintenant avec Milei, et puis avant lui avec Thatcher. Et puis même la Suède. Enfin, tous les pays qui ont eu une phase ultra-socialiste se sont vautrés, et puis ils ont eu le FMI qui toquait à leur porte,
Et l'Argentine, ça a été vraiment une caricature à ce niveau-là. Et puis maintenant qu'un libéral conservateur en plus, donc parfait, arrive, il remonte l'économie et, euh, et voilà, et ça marche. Voilà, c'est juste des règles simples que la gauche en général, socialiste de gauche ou de droite en France par exemple, refuse. C'est-à-dire que Macron est un gauchiste à ce niveau-là, c'est un maoïste, un communiste. Et donc, il ne met pas en place des mesures libérales, c'est faux de le dire et de le prétendre. Toute sa politique, du quoi qu'il en coûte au confinement, en passant par toutes les taxes qu'il rajoute chaque jour ou presque, c'est du communisme. Et, et voilà, et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va se retrouver dans la situation de l'Argentine dans très peu de temps, à mon avis, si ça ne change pas. Alors que penses-tu de la rencontre avec Javier Milei et Elon Musk? Ben, je dirais que Milei, c'est un pragmatique. Donc, pendant sa campagne, il a été très dur avec le communisme, voilà, et avec le pape, par exemple. Et puis ensuite, il a dit du bien du pape, ou il a rencontré le pape, je ne me rappelle plus. Donc, parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup de catholiques en Argentine, et qu'il y a beaucoup de catholiques dans le monde, et que le pape est assez incontournable. Donc, voilà, c'est pas son but de faire tomber le catholicisme, lui-même est catholique d'ailleurs. Mais il veut se convertir au judaïsme, j'ai cru comprendre, après son mandat ou ces deux mandats, espérons, rêvons un peu. Donc, c'est pareil avec Elon Musk. Je pense qu'il sait, parce qu'il n'est pas bête, qu'Elon Musk est du côté des russo-chinois, veut faire un WeChat à la chinoise, veut pousser le monde dans cette folie de la véhicule électrique partout, etc. Donc, voilà. Mais Musk est assez incontournable, et donc, bah oui, on l'a vu avec lui récemment, il essaye de garder le côté positif de Musk, bah, c'est sa stratégie. Je ne sais pas si ce serait la mienne, mais je trouve que c'est plutôt bien vu, même si je condamne évidemment quasiment tout ce que fait Elon Musk. 13. Quelle sera la prochaine étape de la Troisième Guerre mondiale selon toi? Bah, c'est son déclenchement officiel, voilà, puisque ça fait maintenant plusieurs années que c'est officieux. Donc, ce qui nous pend au nez là, c'est que je ne sais pas si ça sera la Corée du Nord qui balance un missile sur la Corée du Sud, ou le blocus de Taïwan, ou le début de la guerre civile aux États-Unis, qui va déclencher officiellement. Parce que là, on ne sera pas forcément euh, dans quelque chose d'aussi clair que pour la Deuxième ou la Première Guerre mondiale, où là, vous aviez des pays qui attaquaient d'autres pays très clairement. Donc les Russo-Chinois, sauf dans le cas de l'Ukraine évidemment, mais sont beaucoup plus stratèges. Et donc savent très bien que plus ils repoussent la déclaration officielle de la Troisième Guerre mondiale, plus ils peuvent continuer à pousser leurs pions, notamment via la Chine, puisque la Russie en est empêchée. Mais Golitsyn explique bien que quand l'un est empêché, c'est l'autre qui part à l'attaque. Et c'est ce que fait la Chine aujourd'hui quand Macron reçoit Xi Jinping, il ne peut pas recevoir Poutine, mais il peut recevoir Xi Jinping, alors que Xi Jinping soutient à bout de bras Poutine. Vous voyez, c'est ça la stratégie sino-russe, et ça fonctionne bien, puisque personne n'a lu Golitsyn, ou personne ne l'a compris, ou a voulu le croire, alors qu'il a eu raison, et donc on tombe tous dans le panneau, et nous, pauvre résistance française, on s'égosille pour rien. Mais jusqu'à ce que la Troisième Guerre mondiale se déclenche, officiellement, donc je ne sais pas si ce sera un événement, ce sera une déclaration, parce que imaginez si Trump revient au pouvoir demain et dit, voilà, nous sommes en Troisième Guerre mondiale, bon, ben voilà, ça sera officiellement qu'on le saura. Parce que tant qu'on ne se déclare pas officiellement en Troisième Guerre mondiale, on se laisse infiltrer, subvertir et finalement détruire de façon apathique. On se laisse mener par le bout du nez. Et donc, si on déclare la Troisième Guerre mondiale, là, les choses sont plus claires. Il y a des ennemis et on doit se défendre, donc économie de guerre, etc. Et là, tout se met en marche. Alors que pour l'instant, rien ne se met en marche, ou très peu. Vous voyez, on n'est même pas capable de fournir des munitions à l'Ukraine, etc. Alors, 14 ou 15, comptes-tu rentrer un jour en métropole, et si oui, quand? Bah, pour l'instant, non. J'ai pas beaucoup de visibilité au-delà des 5 ans, mais dans les 5 ans à venir, non. 16. Sylvie Charles a-t-elle pris contact avec vous après le live mensuel dans lequel vous parliez d'elle? Non. Non, et donc, voilà, ça confirme un peu ce que je disais, c'est-à-dire que bah, c'est pas quelqu'un qui veut dialoguer, voilà, contrairement à Alain Scoller, par exemple, qui a accepté ma proposition d'interview. On n'est pas d'accord sur tout, hein, comme on l'a vu pendant l'interview, mais il a fait des bonnes enquêtes sur Raoult, sur Mérieux, sur la Chine communiste, donc il est remonté à la source, voilà, et il est sorti de cette sphère-là des Fouché, Raoult et de cette opposition contrôlée.
Alors malheureusement, il a encore quelques liens. Je discute un peu avec lui en ce moment, mais on va voir s'il arrive à s'en sortir complètement. Mais lui, au moins, il a ce courage. Sylvie Charles n'a même pas le courage de répondre à mon mail, franchement. Et on ne peut pas dire maintenant, non, mais elle a peut-être pas reçu ton mail, ou j'avais lu, non, mais c'est peut-être dans ses spams. Enfin, on cherche toutes sortes. Elle donne son mail publiquement, donc voilà, elle doit regarder ses spams aussi éventuellement. Et puis, après cette émission qui a été vue 5000 fois sur le live, et puis encore 5000 fois dans une vidéo que j'ai extraite voilà, on peut pas la louper, quoi. Il y a forcément des gens qui lui en ont parlé, moi je lui ai écrit le mail, donc voilà. Elle veut pas, et donc faut se poser des questions, comme je refais pas tout le speech, mais c'est douteux. Voilà, quand quelqu'un refuse une interview, ou un échange, public ou même privé, vous voyez? Parce elle aurait pu me dire, ben, Jean-Robin, je veux bien discuter avec vous, mais en privé. Mais même pas. Non, non, elle n'a même pas répondu au mail, donc c'est très méprisant déjà, et puis ça cache beaucoup de choses, à mon avis. 17. Bonjour Jean, quels sont les hommes et femmes politiques qui ne sont pas des collabos ou agents russes ou chinois en France et aux USA d'après vous? Voilà, la liste est courte, hein, donc c'est rapide. Alors, pour pas dire tout le temps collabo, j'ai trouvé un peu d'autres termes maintenant, parce que j'ai lu la Bible l'autre jour, et il y avait donc la différence entre le bon berger et les mercenaires. Donc les mercenaires, dès que les loups arrivent, hop, ils partent, et les loups peuvent bouffer le troupeau. Donc voilà, ça c'est une bonne expression, je trouve. Et puis il y a prostituée aussi, puisque dans Ézéchiel 23, si vous lisez la Bible à Ézéchiel 23, vous lirez l'histoire de deux prostituées qui couchent avec des étrangers et dont Dieu dit bah, vous allez finalement vous faire bouffer par ces étrangers, quoi. Donc c'est ça, c'est des prostituées. Alors je ne vais pas utiliser le terme que tout le monde connaît, mais voilà, prostituée c'est dans la Bible et donc on a le droit. Alors bref, quels sont les hommes et femmes politiques? Ben, il n'y en a aucun. Croyez bien que on serait en contact quotidiennement, ils reprendraient mes enquêtes. Vous connaissez des politiques, vous, qui ont déjà parlé de mes enquêtes? Non, donc voilà. Alors aux États-Unis, bon, c'est une longue histoire. Il y a plus de gens dignes de confiance là-bas, mais bon, je ne peux pas faire une liste, je ne les connais pas tous. Et puis, mais c'est certainement pas les Bannon et Tucker Carlson, etc., parce qu'ils sont certes anti-parti communiste chinois, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent, mais ils sont pro-russes. Donc là, voilà. 18. Bonsoir Jean, merci pour cette opportunité de te poser des questions. Maintenant que Macron a lâché le terme économie de guerre, y a-t-il d'autres chefs d'État occidentaux qui a osé la formule? Oui, mais le problème c'est que Macron ose la formule, mais c'est pas dans les faits. Dans les faits, c'est une progression à pas de fourmi, quoi. Alors que, encore une fois, en tant que chef de la France et en 5e République, il a tous les pouvoirs de faire passer le pays en économie de guerre. Ils sont tellement forts pour imposer à tout le pays des conneries de taxes ou d'autres, mais là, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc, par contre, des pays comme la Pologne, par exemple, eux, ils parlent moins, mais ils agissent plus. Et ils sont montés, je crois, à 3% de leur PIB pour leur armée. Voilà. Ça, c'est une économie de guerre. Dès que vous dépassez les 2%, c'est pour ça que le seuil de l'OTAN est à 2%. Et dès que vous les dépassez, déjà les atteindre, ça serait déjà pas mal pour la France, je crois qu'on est à 1,6%, mais dépasser les 2% et même passer à 3%, là, c'est une économie de guerre et la Pologne est en passe de devenir une des premières armées en Europe. Donc voilà. Mais j'ai pas en tête d'autres chefs d'État qui parlent d'économie de guerre, malheureusement, aujourd'hui. Sinon, on le saurait, hein, forcément. Alors peut-être les pays baltes, voilà, mais c'est à peu près tout. 19. Quelles conséquences immédiates possibles en France pour les citoyens? Alors, si on passe en économie de guerre, ben, ça dépend lesquels. Vous avez des gens qui vont trouver des nouveaux emplois dans l'industrie de l'armement, puisque les commandes de l'État vont faire que ça va créer de nouveaux emplois. Après, bah, il y a plus de tensions dans le pays, puisque économie de guerre dit guerre, souffrance, et on voit bien ce qui se passe en Ukraine ou en Israël ou à Gaza, enfin partout où il y a la guerre, c'est malheureusement pas des choses sympathiques, mais voilà. Après, c'est un état d'esprit. Dès lors qu'on est en économie de guerre, on sort officiellement, c'est qu'on est aussi en guerre, et donc Macron l'a bien dit il y a 4 ans, mais c'était plus pour noyer le poisson qu'autre chose. Et si on sait qu'on est en économie de guerre, on sait normalement qui est notre ennemi. Et ça doit être bien défini. Or là, aujourd'hui, la Russie, c'est de plus en plus défini, mais pas la Chine. La Chine, c'est encore, soi-disant, notre ami, notre partenaire, notre je sais pas quoi. Et là, c'est de la folie. Donc, si on passe en économie de guerre, peut-être on saura un peu plus contre qui.
20. Cela comprend-il, comme tu l'as prédit, une censure plus assumée des collabos médiatiques et économiques, multinationales commerçant avec les Russo-chinois, cercles d'influence dont on a trop soupé? Eh bien, je le pense toujours, oui. D'ailleurs, je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux d'appels à la censure venant des pro-ukrainiens pour des sites, alors, je peux en citer certains, mais Tocsin, par exemple, ou Omerta, voilà, enfin les plus. Alors, ça, c'est sur YouTube ou des sites, voilà, mais pas, ça touche pas encore des médias comme Sud Radio, ces appels à la censure, hein, que je vois, moi, c'est pas moi, c'est de la part de pro-ukrainiens qui sont très impliqués dans la guerre et qui voient le mal que fait cette propagande pro-russe. Par exemple, Henri Guénaud, qui est passé récemment, et donc sur Tocsin, je crois, et donc, il y a des gens qui disent: «Mais c'est pas possible, on va les laisser parler combien de temps? Si on est vraiment là, justement, en économie de guerre, on peut pas continuer». Voilà, c'est là la différence, entre une économie de paix et une économie de guerre. En guerre, on est en guerre pourquoi? Alors, ça peut être une guerre coloniale, ça peut être un truc loin, mais là, c'est la guerre, elle est en Europe. Donc ça veut dire, on est face à une puissance nucléaire ou à plusieurs et donc notre survie est en jeu. Et donc, on doit tous se mobiliser. Et donc, ceux qui, à l'intérieur de chez nous, c'est-à-dire soumis à la loi française, font ouvertement la propagande de l'ennemi ou celui qui est désigné comme l'ennemi, normalement, on ne doit plus pouvoir les laisser parler. S'ils veulent continuer à parler, ils doivent partir. Voilà. Et là, ça sera plus clair déjà, parce que personne ne les empêche de partir, ces gens-là. Et nous, on n'est pas comme le Parti communiste chinois. Je pense que même Macron n'irait pas chercher des gens qui iraient en Chine, en Russie ou ailleurs. Vous voyez, Xavier Moreau, par exemple, on ne va pas le chercher, lui, parce que lui, il assume, voilà, il est pro-russe ultra, c'est un mégaphone du Kremlin, et donc je pense que depuis la censure de RT France et de Sputnik, beaucoup de gens, d'ailleurs, j'ai vu une ancienne présentatrice de RT France qui était maintenant sur Sud Radio. Donc voilà, au bout d'un moment, Sud Radio, qui est devenu Radio Moscou et Radio Pékin, ils vont devoir faire un choix. Parce que je pense qu'effectivement, dès lors qu'il y a quelque chose de plus officiel sur la guerre ou l'économie de guerre ou les deux, eh bien, ils ne pourront plus continuer comme ça. Ça, il faudrait être très naïf pour croire qu'ils pourraient continuer à avoir de la propagande sur ces réseaux. 21e question. Alors, est-ce que sur Patreon, le modèle économique de tes souscriptions volontaires à un contenu choisi, tel que Patreon, te semble viable à plus long terme pour toi et d'une manière générale? Bah, elle me semble viable, oui, pour l'instant ça marche bien, ça fait 4 ans. Enfin, j'ai commencé sur Tipeee et puis rapidement j'ai trouvé que Patreon c'était mieux, donc j'ai basculé, parce qu'il vaut mieux avoir une seule plateforme. Et j'ai beaucoup de gens qui connaissent l'international, donc Patreon c'est plus international que Tipeee. Et ça me permettait donc de gérer ça de manière automatique, alors que sur Tipeee, il fallait encore que j'envoie des mails, et c'était compliqué, je ne sais pas comment les gens font d'ailleurs, mais pour ma méthode de publication de contenu exclusif et privé, Patreon, c'est très bien. Après, on verra sur le long terme, pour l'instant, ça me convient, c'est une de mes principales sources de revenus avec les livres que je vends, et des dons que je reçois de temps en temps, mais souvent sous la forme Patreon, quoi qu'il peut y avoir d'autres formes aussi. Et donc, oui, pour l'instant, ça me convient bien. Euh, alors, en vois-tu les limites et les inconvénients majeurs? Bah, oui, la limite, c'est que, effectivement, ça limite mon audience, puisque je fais beaucoup d'enquêtes, beaucoup de travail. Alors, je diffuse quand même publiquement, sous la forme de visuels ou autre, ou sous la forme d'extraits, des éléments de mes enquêtes pour pas qu'on dise, voilà, genre, bah. Puis il y a toutes ces vidéos publiques, ça c'est une vidéo publique par exemple, que je diffuse, mais maintenant j'ai compris, en fait, il y a toujours une tentation de tout diffuser comme ça pour que tout le monde voit, mais en fait, c'est pas le cas, tout le monde ne voit pas, c'est souvent toujours les mêmes qui regardent. Pour certaines vidéos, ça peut aller un peu plus loin que les cercles. Voilà, il y a des vidéos qui vont à 10 000, 20 000, 100 000, mais la plupart, c'est 1000 ou 2000. Et donc, pour ces 1000 ou 2000-là, la souscription est mieux, parce qu'au moins, ce sont des gens qui me soutiennent financièrement. Voilà. Et je n'ai pas 1000 ou 2000 souscripteurs, malheureusement. J'aimerais bien que tous ceux de ce premier cercle-là me soutiennent financièrement, mais c'est leur choix. Et donc, j'en ai plusieurs centaines pour l'instant. Bon, bah, voilà, je m'en satisfais et c'est comme ça. Mais peut-être qu'avec la guerre, je ne le souhaite pas, mais c'est malheureusement ce qui va nous arriver. Peut-être qu'avec la guerre, plus de gens comprendront l'importance de me soutenir et de soutenir la résistance et de s'informer correctement, parce que les gens sont globalement désinformés. Donc l'inconvénient majeur, c'est qu'il y a moins d'audience,
mais l'avantage majeur, c'est que ce sont des gens qui valorisent mon travail et justement qui peuvent me poser des questions, je prends du temps pour leur répondre. Donc il y a une meilleure relation, alors que dès que je publie une vidéo publique, euh, j'ai tout un tas de trolls et de haters, comme on dit, qui viennent me pourrir et que je suis obligé de censurer souvent parce que ces gens-là sont là uniquement pour me nuire. Et donc, je ne vais pas laisser la liberté d'expression, comme on dit, parce que quand vous venez sur les commentaires d'une de mes vidéos, c'est comme vous étiez chez moi. Et chez moi, on ne va pas commencer à pisser sur la moquette, quoi. Non. Donc, oui, je les censure quand ils m'insultent, quand ils me menacent, quand, voilà, Jean Rabbin et compagnie, tout ça, ça dégage. Et j'ai aucun scrupule. Et qu'on me traite de censeur, j'en ai rien à fiche parce que je sais ce que c'est d'avoir 100 commentaires d'insultes sous une vidéo. Ça, je l'ai déjà vécu. C'était quand j'avais Enquête et Débat. J'étais dans ce délire en fait de liberté d'expression totale, y compris pour ceux qui m'insultent. Et en fait, ça vous rend dingue, quoi. Les gens qui n'ont pas connu ça parce qu'ils n'avaient pas assez d'audience et assez de haters, justement. Mais moi, j'avais tous les Soraliens sur le dos et tous leurs copains. Bah, plus jamais ça, quoi. Alors, 23e question. Bonjour Jean, merci pour votre franc-parler qui vous caractérise et ce travail monumental que vous effectuez pour nous fournir des informations que d'autres ne peuvent donner ou ne veulent donner. Voilà, je lis la question en intégralité aussi parce que ce sont des souscripteurs et donc là, vous avez l'avis de gens qui payent pour avoir mes informations et qui donc connaissent la valeur. Et c'est eux qui le disent mieux que moi, évidemment. Alors, l'anti-américanisme primaire de ces dernières années est dû, entre autres, il me semble, à deux fausses informations propagées au plus fort de la crise Covid, aussi bien par les chaînes publiques que par certaines chaînes alternatives. Les gens croient que les injections ont été produites par les Américains alors qu'elles sont produites par les laboratoires chinois, les autres n'étant que les distributeurs. Ils croient aussi que la France est gérée par l'extrêmement coûteux cabinet de conseil en stratégie McKinsey, dont d'ailleurs on n'entend plus parler, mais avec une mise en avant constante pendant des mois. Or, les Américains n'apportent aucun démenti à cette confusion habilement entretenue. Lorsque des comptes leur ont été demandés devant des commissions, ils se sont par-dessus le marché ridiculisés, un vrai cirque, sauf que cette mise en accusation constante des Américains risque d'être un frein lorsque leur intervention en cas de guerre ouvertement déclarée s'avérera nécessaire. C'est bien M. Trump qui a dit « l'Europe devra se débrouiller, qu'en pensez-vous » C'est très juste, et là je vois la qualité d'une question d'un souscripteur, parce qu'on voit quelqu'un qui a suivi mes vidéos, notamment privées, depuis longtemps, parce que ça s'est étalé, effectivement, toute l'histoire McKinsey, là, on n'entend plus parler, mais c'était quand même quelque chose qui revenait souvent. Et pour, effectivement, la Chine, j'en ai encore parlé récemment lors de l'interview d'Alain Scollart, qui ne savait pas, alors qu'il a creusé sur Raoult, la Chine, même lui ne savait pas que c'était Fosun Pharma qui était derrière le vaccin ARNM, et qu'ils étaient interdits en Chine, mais qu'ils l'exportaient, évidemment, en Occident, comme ils font toujours. Donc les Américains, c'est un peu comme les Israéliens. On leur reproche souvent de laisser dire tout un tas de conneries sur eux et de ne pas en faire assez pour leur communication, mais ce sont des pays démocratiques, donc ils ne réagissent pas comme des pays dictatoriaux. Les pays dictatoriaux, effectivement, ils vont envoyer des armées de bots sur les réseaux sociaux pour diffuser des fake news à fond et pour raconter n'importe quoi. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse leur reprocher. Les Américains n'ont pas à se justifier en permanence du fait que Pfizer, derrière, en fait, c'est Fosun Pharma. C'est vrai qu'on ne l'a pas entendu, ça je vous rejoins, c'est vrai, tout comme le fait que McKinsey, souvent c'est des agents de la Chine qui travaillent pour McKinsey, ou de l'opposition contrôlée, comme M. Hazelbert de France Soir, voilà, qui est un ancien de McKinsey. Il y a un narratif, effectivement, qu'on pourrait mieux démonter, mais ce travail, il n'est peut-être pas fait, je ne sais pas ce que vous voulez dire par les Américains. Est-ce que vous mettez en cause Biden et son administration? Oui, parce qu'eux-mêmes sont assez collabos de tout ça. Ou alors, est-ce que vous ciblez plutôt le Parti conservateur? Et là, je trouve qu'il y a un bon travail qui est fait, mais simplement, il est en anglais. Donc nous, il n'arrive pas jusqu'à nous. Il n'y a pas pour l'instant de traduction correcte qui est faite. Et puis même si elle existait, je ne suis pas sûr que les gens s'y intéresseraient autant que ça, parce qu'il y a plein de références propres aux États-Unis et pas à la France. Mais c'est pour ça que moi je fais les émissions maintenant mensuelles avec mes amis de la résistance internationale, donc américains ou néo-zélandais et allemands. Et que ces émissions-là sont fondamentales pour effectivement démonter et débunker tous ces mensonges et défendre non pas les Américains ou les États-Unis, mais défendre la vérité. Et souvent, on se rend compte que Israël, les États-Unis et l'Occident en général sont indûment critiqués, diabolisés par de la propagande communiste, que des gens, comme je l'ai dit à Alain Scollart, peuvent reprendre sans s'en rendre compte, et sans être communistes nécessairement eux-mêmes.
Hein, c'est ça le pire, c'est quand vous faites le vecteur d'une propagande communiste sans être communiste vous-même. Donc c'est à nous de révéler tout ça, et en effet, je vous remercie pour votre question, ça me permet de le faire. Alors, 24e question. Bonjour Jean, la vérité se suffit à elle-même pour triompher. De la même manière, une cause juste n'a pas besoin du mensonge. Quel est votre regard sur les innombrables mensonges de LCI pour décrédibiliser la Russie, zèle ou perversité? Oui, c'est un général qui a dit sur LCI, nous, on devrait diffuser nos propres fake news. Je ne me rappelle plus le nom de ce général, mais enfin, ça c'était hallucinant, parce que d'une part, c'est con, d'autre part, donc ça se retourne contre nous, et ça sert la soupe aux Russes, qui ensuite font circuler en boucle cette déclaration, je veux dire, d'un général sur une grande chaîne de télé française. Donc après, ça permet aux Russes de dire, ah bah de toute façon, ils ont annoncé la couleur, ils ont dit qu'ils feraient plein de fake news. Donc il n'y a pas besoin, en effet, de mentir à propos de la Russie, il faut dire la vérité, et je vois un peu trop sur LCI ou ailleurs, soit, alors, il y avait des phases de la guerre où on disait, bah, de toute façon, Poutine a perdu, il est nul, ils n'y arrivent pas. Donc c'était l'inverse des poutinistes qui disaient, bah, Poutine a gagné la guerre, hein, au bout de 3 jours, on se rappelle. Et puis ensuite, il y a une terreur qui s'est emparée des commentateurs sur ces chaînes-là en disant, on va échouer, etc. Donc non, il faut être le plus proche des faits possible, en disant voilà nos forces, voilà nos faiblesses, et critiquer Macron, hein, ce qui n'est jamais fait sur ces chaînes-là. Macron, c'est toujours Saint Macron, allumons un cierge, c'est toujours la même histoire. C'était comme avec Raoult, c'était comme avec tous ces gens-là, mais de la part de l'oligarchie, voilà. Donc Raoult, c'était l'opposition contrôlée, ils avaient leur propre gourou là, et l'oligarchie, leur gourou, c'est Macron. Donc c'est impossible de le critiquer. Quoi qu'il fasse, c'est la bonne décision. Il s'est amélioré, il a changé. On l'a encore entendu récemment avec son discours sur les troupes. Ça y est, Isabelle Lasserre nous a ressorti pour la énième fois. Isabelle Lasserre, c'est une des plus invitées sur tous les plateaux, hein, à propos de l'Ukraine. Correspondante du Figaro, tu parles. En fait, voilà, Macron, ça y est, il a changé. Ça fait 2 ans qu'elle nous dit qu'il a changé, et là, une fois de plus, il avait changé. En fait, c'était du flanc, cette déclaration, une fois de plus. Et donc ça, vous ne trouvez jamais les Isabelle Lasserre de ce monde pour dénoncer Macron, en fait. Elle dénonce toujours le Macron d'avant. Ça, c'est facile. Mais voilà ce qui me dérange, moi, sur ces chaînes-là. Et ça serait la vérité. Voilà, c'est de dire que Macron est du côté des sino-russes. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire, évidemment, puisque ça, eux aussi sont du côté des sino-russes, donc c'est ce qu'ils cachent. Et il fallait faire copain-copain avec Poutine jusqu'au 24 février 2022, tout comme il faut faire copain-copain avec Xi Jinping aujourd'hui pour des prétextes fallacieux. Voilà, c'est toujours la même. Quand Xi Jinping est venu, vous avez vu personne dénoncer l'attitude de Macron. Ah, c'est bien, il faut parler. Même ceux qui... Il y en a une, Marion van Rentergem, qui a dit « La Chine est notre ennemi ». Mais c'est bien de parler avec. Ah bon, mais depuis quand est-ce qu'on parle avec nos ennemis maintenant? C'est n'importe quoi. Donc, voilà ce qui me dérange le plus. Et oui, ce sont des mensonges. Mais eux, ils défendent leur bout de gras. C'est-à-dire, ils sont dans la main des Russo-Chinois, hein, surtout des Chinois d'ailleurs. Et donc, ils ne peuvent pas dire autre chose. C'est comme ça. 25e question. Concernant l'information que la Russie pourrait participer à une invasion de Taïwan par la Chine, est-ce que ça rend le scénario de l'invasion plus crédible que le blocus? J'ai pas vu cette information, mais non, moi je reste sur ma position, qui est celle de Nyquist aussi, et de la dissidence chinoise. Donc très important, moi c'est pas juste moi là qui vous donne mon avis, moi je me base sur des gens bien informés, qui tombent pas dans les pièges généralement. Alors ils peuvent se tromper, hein, on peut tous se tromper, mais moins que si on s'en tient juste à la propagande habituelle. Donc la dissidence chinoise, Lou de Média, Dr Limenian, etc., dit ce que cherche la Chine avec Taïwan, c'est soit à détruire la société de l'intérieur, mais comme c'est du trop long terme, là, ils arrivent un peu dans l'urgence. Alors, l'urgence pour les Chinois, c'est quand même plusieurs années, hein, donc ils prennent leur temps. Mais voilà, il faut quand même avancer. Et du coup, la meilleure manière, c'est une sorte de blocus qui serait une première étape pour tester l'Occident, comme d'habitude, tester l'OTAN, tester les États-Unis, bien sûr, la France même, enfin le Japon, tout le monde. Et par cette phase-là, ensuite, ils s'ajustent et ils ajustent leur stratégie. C'est des pragmatiques et ils sont bons en stratégie, donc ils ne vont pas tout de suite abattre toutes leurs cartes. Ils vont commencer je dirais un blocus partiel et voir la réaction, faire des menaces, etc. Et ils ont testé ça quand Nancy Pelosi est venue. Ils ont fait
en sorte que tous les éléments pour un blocus soient présents. Donc, je pense que c'est ça leur stratégie. Vous savez, ils font souvent ils lancent des ballons d'essai. Et ensuite, ils passent à l'action avec le retour d'informations. C'est pour ça que la pandémie, pour moi, c'était un ballon d'essai de ce qui arrive. Donc l'attaque biologique, hein, bien sûr. 26e question. Que pensez-vous de la déclaration de Bardella face à Ayer que l'ensemble des représentants des services de renseignement de l'État ont attesté sous serment qu'aucun des partis français n'est sous influence russe? Puis j'allais voter l'esprit tranquille. Alors non. Alors déjà, je ne vous conseille pas d'aller voter, vous faites ce que vous voulez, mais... Alors ça, c'est la seule question que j'ai un peu creusée, parce que honnêtement, je n'avais pas suivi ce débat entre Ayer et Bardella, franchement, c'est pas mon intérêt, mais puisque vous en parlez, je fais quand même honneur à votre souscription, et donc, voilà ce que j'ai trouvé. Bon, ça, je le savais déjà, mais ça permet de bien illustrer. Donc là, vous avez ce fameux, alors je vais mettre comme ça, ce fameux Schaffhauser, Jean-Luc, de son prénom, rouage strasbourgeois de la désinformation russe. Donc ça date du 4 janvier 2024, donc avant le débat entre Madame Ayer et Monsieur Bardella, n'est-ce pas? Et voilà ce que disait l'Alsace, une enquête du renommé Washington Post, publiée la semaine dernière, met en lumière les mécaniques de la désinformation russe pour déstabiliser la politique française et plus largement l'Europe. L'article insiste dès les premières lignes sur le rôle de l'ancien eurodéputé FN, devenu RN, ancien élu municipal strasbourgeois, Jean-Luc Schaffhauser. Donc les liens, ils sont là, évidemment. Bardella les nie, mais il ment, puisque même l'assistant parlementaire de Schaffhauser à l'époque, c'était un certain Pierre-Yves Rougeron. Donc je ne sais pas où en est l'enquête, peut-être on le saura là, dans les mois qui viennent, mais il va peut-être passer entre les mailles du filet, celui-là, une fois de plus, mais voilà, c'est pas n'importe qui hein, au niveau de l'Internet. Je ne parle pas de son influence en général, parce qu'il n'en a quasiment pas, mais au niveau de l'Internet, il compte, et donc c'était lui son assistant parlementaire, voilà. Donc c'est pas étonnant de le retrouver aujourd'hui à faire l'apologie de la Russie dès qu'il le peut, mais Bardella ment quand il dit qu'il n'y a aucun... C'est quoi qu'il a dit Alors, est-ce que les services de renseignement... Alors ça, c'est autre chose, parce qu'on a vu les services de renseignement, notamment à l'occasion de l'attaque biologique, qui disaient « mais ça ne peut pas sortir d'un laboratoire hein. ». Ça, c'était notamment dans Valeurs Actuelles en mai 2020 que j'avais relevé ça. Donc eux aussi, ils peuvent mentir. Les services de renseignement ne sont pas là nécessairement pour dire la vérité. Ils sont là pour protéger les intérêts de l'État. Donc les intérêts de l'État français à l'époque, c'était de faire croire qu'on n'avait rien à voir avec ça, alors qu'on avait transmis le P4 et que ça venait du P4, vous comprenez bien. Donc là, est-ce qu'on peut leur reprocher d'avoir fait leur boulot? Bah, moi, oui, quand même, parce que je préfère la vérité, mais c'est vrai que ça aurait affaibli la France. Bon. Donc moi, j'ai tenu ce discours-là, mais je n'ai pas eu l'audience vous voyez, des services de renseignement dans Valeurs Actuelles ou de l'oligarchie. Donc là, sur ce qu'il raconte, ben, pour moi, il ment. Il n'a pas dit que ça, d'ailleurs. Hein, il n'a pas dit que uniquement les services d'enseignement, il a dit qu'il n'y avait aucun rapport entre le Rassemblement national et des agents étrangers, etc. Non, on le sait très bien que ce n'est pas le cas, mais c'est son point faible. Il caracole en tête dans les sondages, mais si Macron débat avec Marine Le Pen, comme il en est question, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vous pouvez être sûr que Macron va mettre ça sur la table, alors que lui-même collaborait à fond avec Poutine, hein, ça c'est autre chose. Je ne sais même pas si Marine Le Pen va oser lui dire, mais en effet, si ce débat a lieu, à mon avis, il en parlera, parce que le but, on l'avait vu avec Bardella, qui reprochait à Marine Le Pen en pleine Assemblée nationale que c'était les troupes de Poutine en France, voilà, les troupes de Marine Le Pen, c'était les troupes de Poutine en France, donc ça c'était la stratégie de lancement de campagne électorale pour les européennes. Là, on voit, on est quasiment à la fin, il reste moins d'un mois, et ça n'a pas marché, puisque Ayer est prise en photo avec des nazis, donc elle est vraiment nulle, celle-là. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas marché, mais peut-être ils veulent enfoncer le clou, ou je ne sais pas, pour essayer d'inverser la tendance, mais c'est un peu tard. 27e question, quel est votre regard sur le remplacement de Sergueï Shoïgu par un homme de confiance de Poutine, mais a priori sans compétences militaires? Alors, je n'ai pas assez creusé sur cet homme-là, dont je ne me rappelle même plus du nom, mais pour Shoïgu, c'est ce qui était anticipé depuis longtemps, depuis l'histoire de Prigojine et de Wagner, qui était monté sur Moscou, ou qui avait tenté de monter sur Moscou, et qui désignait, rappelez-vous, Shoïgu comme une de ses cibles principales. Il fallait que Shoïgu saute, et donc il a obtenu, post-mortem, on va dire, puisqu'il a été assassiné depuis, Prigojine, mais il a obtenu ce qu'il voulait. Donc, ça serait fait pour calmer une partie de la base, qui en effet trouvait Shoïgu assez incompétent, et c'est pour ça qu'il y avait eu cette
cet énervement de la part de Prigojine et de ses troupes. Donc là, il donne raison à Prigojine, mais longtemps après, donc on ne fait pas forcément le lien, parce que imaginez s'il avait limogé Shoigu peu après cette histoire de Wagner montant à Moscou, là, ça aurait été donné trop raison à Prigojine. Mais maintenant qu'il est mort, donc déjà, il ne peut pas voir sa victoire quelque part, mais Poutine a quand même est quand même allé dans le sens de Prigojine, quoi. C'est ce qu'on peut dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, on verra si certains commentateurs disent, voilà, ça montre que la guerre, j'ai entendu Elsa Vidal dire que ce changement, c'est que la guerre n'est pas que militaire, elle est aussi politique. Pour ça, moi, soit elle a des infos que j'ai pas, mais je vois pas le rapport. 28e et dernière question, j'ai été choqué, mais pas surpris, lors de l'interview d'Ian Schroeder, donc c'est le alors pas représentant, mais ancien membre et cofondateur de l'ARPAC, Association pour le droit du port d'armes, de son manque de répondants sur le fait d'avoir des communistes ou des nazis à l'ARPAC, et pourquoi pas des islamistes. Dans le cas où la vraie droite arriverait au pouvoir, est-ce qu'une des priorités ne serait pas de lutter contre la naïveté abyssale des Français? Ben, merci pour votre question, oui, c'est assez triste, mais qu'est-ce que vous voulez il ne se rend pas compte, apparemment, parce que je ne veux pas dire ce qu'on s'est échangé après en privé, parce que ça relève du privé précisément, mais j'en ai discuté avec lui après. Sur ce qui est public, j'ai bien revu la vidéo, et vous pouvez la revoir sur cette chaîne, elle est dans la partie directe, je crois que c'est à 1h04 ou 1h06. Voilà. Et nous avons aussi des militants communistes, quelques militants communistes. Alors je ne lui pose pas la question, moi je lui demande juste sur autre chose, et il me sort ça. Donc pour moi, ça relève de l'inconscient de quelqu'un qui veut bien se faire voir d'une société dominée par le communisme aujourd'hui, et qui donc doit montrer patte blanche, patte rouge, alors que, voilà, les militants communistes dans une association de défense du port d'armes, c'est non, quoi. Enfin, voilà, pour moi. Et effectivement, si la vraie droite arrive un jour au pouvoir, on interdira le communisme déjà, comme on interdira le nazisme. Comme ça sera clair. Et l'apologie de totalitarisme sera poursuivie en justice, c'est tout. On n'a pas à faire l'apologie d'idéologies qui ont mené au goulag et au génocide. Enfin, c'est la base, il me semble, en démocratie. C'est ce qu'on fait d'ailleurs un certain nombre de pays d'ex-URSS. Voilà, ils interdisent les symboles soviétiques, et nous d'ailleurs on interdit les symboles nazis. Hein, et je crois que ça choque personne. Voilà, c'est pas liberticide. Voilà. Ce qui est liberticide, par contre, c'est les lois, Guesso, Pleven, etc. Ça oui, évidemment. Mais donc, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça les regarde. Hein. Lui, il en est plus le porte-parole officiel, donc je ne sais même pas si ça a une importance, mais ça en dit long sur même une association qui est censée être vraiment de droite, affirmer de vraie droite, le droit du port d'armes. Personne ne défend ça. Nous, on le défend en tant que vraie droite, en effet. Et c'est la base, c'est la défense, et ça, il l'a très bien dit. Par contre, je trouve son interview était pas mal au niveau des arguments. Mais ce point-là, pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. Comment est-ce qu'on peut dire, bah, on est apolitique, donc on accepte effectivement, je n'ai pas pensé à lui demander s'il accepterait les islamistes aussi, pourquoi pas, les terroristes islamistes alors? Est-ce que vous les acceptez? C'est quoi votre limite? Je veux dire, ah nous on est apolitique, hein. Ah oui, mais apolitique, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire on laisse rentrer n'importe qui. Et ça, c'est, je dirais, l'influence des libertariens aussi, parce que j'ai débattu avec l'un d'entre eux. Les libertariens, c'est des néo-gauchistes, et ils s'amusent à traiter tout le monde de communisme. C'est risible, franchement. Quand on voit l'influence qu'ils ont sur la politique américaine, à droite, les pro-russes, c'est d'abord les libertariens, hein, les Ron Paul et compagnie, et donc et les pro-chinois même. Ils sont contre l'interdiction de TikTok, par exemple, parce que ça irait contre les libertés. Bon. Baptiste Marchais, voilà, qui est parti au Texas, mais qui est libertarien, et donc qui reprend toutes les conneries des libertariens sur les russo-chinois, au nom de la liberté d'expression. Ouais, vous êtes gentil. Laissez le loup dans la bergerie parce que la liberté des loups. Ouais, vous êtes gentil. Non, désolé. On est en guerre, mais ces gens-là, soit ne l'ont pas compris, soit roulent pour l'ennemi et le disent pas, soit c'est inconscient, ils reprennent inconsciemment le discours de l'ennemi. Bon, bah, ça revient au même, hein, tout ça. Moi, je m'en fiche après de pourquoi ils le font. L'important, c'est qu'ils le font. Et là, j'étais très déçu par. Il s'est même pas rendu compte. En fait, moi, je lui posais pas la question sur les communistes parce que ça me serait jamais venu à l'idée qu'il y ait des communistes chez lui. Mais voilà, des militants communistes en plus, et quelques, c'est plusieurs. Bon, bref. Donc ça, voilà, ça le regarde, ça les regarde. Moi, du coup, bah, c'est triste, mais je ne pourrais pas faire partie de cette association. Hein. Je l'avais envisagé à un moment, puis je me suis dit, bah non, tu vas pas rejoindre un truc qui est infiltré par les communistes, parce que s'il reconnaît mais qu'il y en a quelques-uns qui le disent, ça veut dire qu'il y en a combien qui ne le disent pas, mais qui le sont quand même. Bon.
Donc voilà. Et donc on arrive au bout, quasiment 1 heure je crois, j'ai fait en plusieurs fois donc j'ai pas le timing exact, mais on doit être autour d'1 heure. Mais il fallait bien ça pour toutes ces questions, de qualité. Je dois dire, je vous remercie, de me les avoir envoyées comme à chaque fois. C'est pour ça que j'ai un grand plaisir à y répondre et donc si vous voulez les rejoindre, ces souscripteurs, pour, pouvoir me poser des questions pour la prochaine fois, dans 1 mois, eh bien vous avez le lien en description. Je compte sur vous. Je ne vis encore une fois que de mes souscripteurs et de mes lecteurs et ça me fait très plaisir quand je reçois une souscription. Ça me met du baume au cœur et ça montre que, mon travail a de la valeur. Donc, n'hésitez pas. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.